Alors, vous êtes en train d'expérimenter la réalité augmentée à Cludier. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot? Oui, d'autant plus que c'est sans doute, le dispositif de réalité augmentée Cludier est un dispositif qui est sans doute novateur, très novateur. Et à l'heure actuelle, je ne connais pas une autre application fonctionnant avec du public, mise à disposition du public ailleurs. Alors, c'est un dispositif qui permet de voir les parties disparues du monument, comme la grande église, le transept, extérieur ou intérieur, tout dépend de quel point de vue est traité, et de le voir comme si on se trouvait le jour où on est réellement, comme si on était là au XIIIe siècle. C'est-à-dire, on peut voir le point de vue, on peut bouger le point de vue effectivement grâce à un écran pivotant dans les deux axes, horizontal et vertical, donc on peut voir les voûtes, on peut voir le sol, mais on le voit dans la lumière réelle. Car, et c'est ça la grande nouveauté, il y a un système de calcul de lumière en temps réel qui l'intègre à l'image qui est restituée sur l'écran. Donc, que l'on vienne le matin, le midi ou le soir, on aura des images qui seront légèrement différentes. Ce sont des dispositifs qui sont vraiment mis dans un milieu naturel, en fait, c'est-à-dire dans un parcours de visite. Ils sont très sécurisés, j'imagine. Donc là, ils ont quand même résisté déjà 4 mois. Ils vont passer l'hiver. Oui. Quelles sont les conditions de sécurisation d'un matériel de cette nature? Alors, la sécurisation de ces types de matériel a été un gros problème. Et puisque effectivement, on a affaire à de l'électronique, très sensible à tout ce qui est humidité, froid, même chaleur, effectivement, et un milieu qui est complètement hostile, puisqu'on est en plein air, et cet hiver, il neigera à Cluny, comme tous les hivers, effectivement. Il a déjà plu et abondamment, et ça fonctionne. Donc, parce qu'il y a eu tout un travail, il y a eu plus d'1 an de recherche sur la sécurisation de l'appareil. Sécurisation thermique, aussi bien pour les fortes chaleurs que pour les grands froids. Donc, et on a finalement adopté un dispositif qui est très proche de celui de nos voitures. C'est un circuit de liquide, un circuit fermé, et qui part sur une station qui est à 25 mètres à peu près du dispositif, donc complètement ignoré du visiteur, et bien caché dans une partie du monument, et qui permet donc de maintenir un niveau de température compatible avec le bon fonctionnement de l'écran. Il y a une autre sécurisation, c'est aussi vandalisme. Ce sont des dispositifs qui sont ouverts à tout vent. Donc là, nous avons utilisé des vitres anti-vandalisme, dites anti-vandalisme. Le problème était de trouver une vitre anti-vandalisme et anti-reflet, car le moindre reflet est visible, effectivement. Donc ça a été trouvé d'une manière satisfaisante. Disons que le compromis est très satisfaisant. Donc, de ton point de vue, ça va se généraliser dans un certain nombre de monuments historiques? Alors, c'est un dispositif qui correspond à une demande énorme, à mon avis. Parce que tous les monuments ayant évolué peu ou prou, et il s'agirait de pouvoir donner aux visiteurs comme une sorte de fenêtre temporelle, où, lorsqu'il passe devant l'écran, d'un seul coup, il va voir le monument à un autre moment de la vie du monument. Voire même au futur, on peut très bien lui présenter un projet de restauration ou je ne sais quoi. Mais ça peut aller dans les deux sens. Donc là, c'est même plus un double numérique, mais c'est une plus-value, en fait. C'est vraiment de la réalité augmentée au sens où il y a des informations complémentaires, qu'elles viennent du passé ou qu'elles soient... C'est vraiment de la réalité augmentée, en effet. Et d'autant plus qu'on peut associer, c'est sans doute ce qu'on va faire au château d'Angers. On peut associer une banque de données et derrière l'image, ce qui fait que le visiteur qui voudra s'arrêter 10 secondes, il pourra voir les 2 ou 3 états intérieurs de la salle comptable du château d'Angers. Celui qui voudra passer 1 minute, il pourra avoir par exemple une typologie des fenêtres comme celle qu'il a devant les yeux. Il va pouvoir savoir où est l'origine de ces fenêtres, comment ces fenêtres ont évolué, ou une typologie des portes par exemple, pourquoi à un certain moment on a changé la porte, quel était le sens de cela. Donc toute une série d'informations, y compris textuelles, qui seront utilisées ici. Ou à l'Arc de Triomphe aussi, on prévoit de faire une lunette du type de lunette touristique. Lorsqu'on mettra son œil, on verra le Paris actuel, bien entendu, mais au bout de quelques secondes, on va voir un Paris augmenté. On verra le palais des Tuileries restitué virtuellement au fond des Champs-Élysées. On pourra avoir des renseignements textuels, c'est-à-dire date de construction, par exemple, et de démolition du château des Tuileries, date de construction de Notre-Dame, puisqu'on la voit très bien, évolution du chantier de la Tour Eiffel, pourquoi pas. On peut imaginer des tas de choses qui apportent un véritable plus
à la compréhension du paysage urbain. De ton point de vue, faisons un peu de prospective, qu'est-ce qui te paraîtrait être les dispositifs innovants qui seront dans les monuments historiques dans les prochaines années? À mon avis, nous allons connaître un grand développement des systèmes de réalité augmentée. Et puisque ça correspond véritablement à un besoin basique du visiteur, et qui permet de répondre à une demande d'information d'une manière très rapide, très visuelle, donc très universelle. À la limite, on peut résoudre un problème de multilinguisme à travers des simples images. Et le visiteur comprendra très vite. S'il voit le monument au XIIe siècle, il suffit de mettre le sigle, un sigle, une identification qui lui permettra de savoir à quelle époque il est. Donc on va se passer des discours, et pas complètement, loin de là, mais on va venir en complément du discours grâce à la réalité augmentée. Lorsque la réalité augmentée se marie avec un dispositif d'intégration de la lumière en temps réel, l'illusion est très forte. Et là, on va plus loin que la simple information, puisqu'on va vers l'appropriation du patrimoine par le visiteur. Et ça devient extrêmement intéressant. Ça me paraît très porteur d'avenir. Beaucoup plus que le mobile. Le mobile, en fait, sur un téléphone, avoir des informations qui sont complémentaires et finalement sur un mode un peu plus, je sais pas, pédagogique. Alors peut-être toi, qui es quand même dans un milieu très, très culturel, tu penses que ça donne la part trop belle au virtuel par rapport au monument ou au lieu même qu'on est en train de visiter? Alors les technologies mobiles, en ce qui nous concerne, nous, qui sommes d'abord gestionnaires des monuments, dont nous avons tout intérêt à ce que les gens viennent dans le monument, c'est notre rôle principal. Donc les technologies mobiles, à l'heure actuelle, je le vois plus en amont du monument ou en aval de la visite que dans le monument lui-même. Il faudrait tester le dispositif. On ne l'a pas encore testé. Il faudrait faire des véritables tests grandeur nature pour voir quel est le temps de regard consacré au dispositif mobile et au monument proprement dit, et voir comment le visiteur partage son ressentir entre les deux. Le ressentir est important dans le monument. En revanche, pour préparer la visite ou pour garder un souvenir de la visite, c'est un outil extraordinaire. Comme le site, par exemple. Voilà. Moi, j'ai un rêve du jour où on pourra télécharger, la technologie est là, on pourra télécharger la visite ou une partie de la visite, et ensuite on viendra sur place, ayant déjà un certain nombre de notions, voire ayant vu quelques images qu'on va retrouver ou pas retrouver dans le monument, qui vont susciter un questionnement à ce moment-là. Donc on enrichit la visite. Merci. Alors, question traditionnelle, qu'est-ce qui te fait plaisir en ce moment? En quoi le travail que tu mènes dans le Centre des monuments nationaux avec ton lieu numérique te réjouit? Parce que tu vois qu'il y a des progrès. Mon grand plaisir, c'est vrai, c'est de voir l'immensité d'options qui s'offrent à travers le numérique et la maquette numérique en particulier. Et de voir à quel point elle remue les scientifiques, puisque ça oblige à revenir aux fondamentaux, ça oblige à nourrir notre connaissance pour mieux la restituer. Et là, il y a un champ qui est presque infini, c'est grisant. Alors rien ne te désole? Rien du tout. Rien ne me désole. Je ne souhaite qu'une chose, vivre très longtemps pour continuer à développer ces genres des choses. Merci Georges, merci. Ah, c'était le cri du cœur. Hein. C'était le cri du cœur.